Augustine, as-tu oui causé au sujet du monsieur de Laval qui a racheté des terres aux Landes? Non point, chez nous à la ferme, personne n'en a fait état, sais-tu? Ben, je ne t'apprends point que s'il accapare des terres, c'est pas pour y mettre des bêtes. T'as du savoir qui creuse sous la terre. Paraîtrait qu'il y aurait du charbon. Ah, la Marie, là, tu ne m'apprends point grand-chose, sais-tu? Oui, mais le fait est, c'est qu'à cette heure, il aurait été la veuve Barret qui tient l'auberge, histoire de savoir s'il y restait des chambres de libre. Sais-tu qui veut y mettre des pensionnaires? Eh ben, t'as vu juste, Augustine, il s'agrandit, notre monsieur. Il va encore nous faire venir d'autres mineurs sur la paroisse. Dites donc, bonne femme, ça va bientôt être l'heure de tremper la soupe, non? La Coriole est là qui nous attend. La scène se déroule à l'huisserie dans le bourg, au début des années 1850. Le monsieur en question est monsieur Triget. C'est le propriétaire de la concession à la métairie des Landes. La douzaine de mineurs qui travaillent dans ces mines ne sont pas lucériens, alors cela interroge et inquiète parfois. Ils résident pour la plupart dans le bourg. Certains sont pensionnaires chez les commerçants locaux, comme ici, chez le maréchal Ferrand et sa femme marchande. D'autres louent des chambres à l'auberge, au café, ou sont hébergés chez d'autres mineurs. Qu'ils soient célibataires ou mariés, à une exception près, ils vivent sans leur famille. Cependant, tout va changer avec l'arrivée des deux sociétés minières. À l'huisserie, de 1851 à 1861, le nombre de familles d'agriculteurs, de commerçants, d'artisans et leurs ouvriers s'érode un peu. En échange, le nombre de familles de mineurs explose. Il passe en 10 ans de 6 à 91. Sur cette même période, la population de la commune évolue de 811 à 1173 habitants, soit une augmentation de 45%. C'est véritablement très impressionnant. À cette époque, l'emprise du bourg est bien modeste. Elle se résume à quelques maisons autour de l'église. La route du bois, par exemple, n'existe pas encore. Les quartiers de la Peignerie, la Fuye ou l'Être-au-Royer sont alors des villages. Et voici que dans ce bourg rural qu'est l'huisserie, arrive ce flux de mineurs. Si les premiers logent chez l'habitant, on sait bien que dans tout mouvement de population, les familles suivent et qu'il leur faut trouver à se loger. Alors, ils investissent en priorité le bourg. Dans ce graphique, on constate qu'avant l'arrivée des mineurs, en 1851, le bourg réunissait 44 familles réparties dans une trentaine de maisons. 10 ans plus tard, en 1861, il y a 74 familles, dont 31 sont des familles de mineurs, et on est passé seulement à 40 maisons. Au recensement de 1872, on approche les 100 familles, dont 38 de mineurs, et 48 maisons pour loger toute cette population. Alors bien sûr, tous ces nouveaux habitants se serrent. Et cela d'autant plus que ce sont assez souvent des familles nombreuses. Ils investissent aussi les villages. À la Peignerie, par exemple, il nous reste de cette époque un seul témoin. Cette petite maison isolée dans un lotissement créé bien plus tard. Mais aussi à l'Être-au-Royer ou à l'Être-au-Dormé. Là où les mineurs sont les plus nombreux, c'est dans le village de la Méniennerie. Au plus fort moment des mines, en 1886, sur les 15 familles qui composent ce village, 11 sont des familles de mineurs. Entre pères, fils et quelques pensionnaires, on compte 25 mineurs.
Et pourtant, tous ces logements ne suffisent pas à accueillir cette affluence ouvrière. Alors, la société Mayenne-et-Sarthe fait construire des maisons en briques près du village de Houdan. Aujourd'hui urbanisé, il se situait entre l'Être-aux-Dormais et l'actuel quartier de la Poterie. 9 petites maisons individuelles groupées sont d'abord bâties dans les années 1850-1860. On arrivera à près d'une vingtaine 30 ans plus tard. Avec la diminution des activités minières, elles n'apparaissent plus dans le recensement de 1896. Elles ont été démolies. Cependant, nous avons retrouvé leurs traces. Je suis arrivé à l'huisserie en décembre 83. C'était un verger autour de la maison. Et là, c'était une haie d'épines. Et donc, avec mon épouse, on avait décidé d'arracher cette haie. On avait donc défriché. Et puis, en arrachant les racines, eh bien, on a découvert toutes ces briques, en fait. Des briques, il y en a tout au long de cette haie. Et parmi ce tas, on aperçoit des briques peintes blanches, comme ici autour des ouvertures des maisons. De son côté, la Société des mines de Montigny doit aussi loger ces mineurs. Pour aller au travail, les mineurs se déplacent à pied. Ils n'ont pas les moyens de se payer un cheval et une carriole. Certes, on a commencé à améliorer les routes reliant les bourgs, mais pour le reste, ce sont des chemins. Vers 1870-1880, la bicyclette fait son apparition dans les grandes villes, mais son coût correspond alors à une année de salaire d'un ouvrier. Le bourg de l'Huisserie, déjà bien envahi par les mineurs de l'autre société, est un peu éloigné des mines de la Plaine qui sont exploitées par la Société des mines de Montigny. Alors, on bâtit ces petites maisons que l'on rencontre encore aujourd'hui. Certaines sont maintenant en ruine. Seulement, cela est loin de suffire pour répondre à un tel afflux de mineurs. Alors, là aussi, on construit des maisons en briques, en bordure du chemin des Charbonniers, près de la ferme de Pierre-Blanche. Ces maisons, elles aussi ont disparu, enfouies sans doute dans la décharge qui leur a succédé, avant de redevenir un champ labourable. Dans la vidéo relative à la vie à la mine, nous avons découvert que les chefs mineurs, appelés les porions, ainsi que les ouvriers chargés de la maintenance, résident dans les villages près des sites d'extraction, à Langerie pour l'une des sociétés et à la Plaine pour l'autre. Mais qu'en est-il des ingénieurs directeurs dirigeant la gestion matérielle et humaine des entreprises, mais aussi l'extension du réseau minier? Visiblement, ou plutôt de façon invisible, les directeurs de la société Mayenne-et-Sarthe ne logeaient ni sur la commune de l'Huisserie, ni sur celle de Montigny. Mis à part peut-être M. Achille Ouzou qui, au début des années 1860, avait pris pension à la ferme de Bourrienne, aujourd'hui rénovée. Pour les directeurs de la Société des mines de Montigny, il en va tout autrement. À la suite de M. Bignon, que nous avons découvert dans la première vidéo, arrive M. Dorlac, originaire d'un pays de tradition minière, le Puy-en-Velay. Membre de la célèbre Société géologique de France, il est l'auteur de nombreuses études sur la géologie relative aux mines. Il a vécu dans le bourg de l'Huisserie depuis son arrivée en 1860. Il a été conseiller municipal jusqu'à son décès à l'Huisserie en 1883. M. Joseph de Beaufort lui a succédé en 1881 pour une courte période. Toutefois, sa famille a gardé très longtemps cette demeure située rue de la Perruche. Puis, successivement, 2 jeunes ingénieurs, M. François Desras d'abord, puis M. Émile de la Forêt d'Yvonne,
issus d'une très ancienne famille noble de la Savoie, province récemment annexée à la France, lui succéderont sur l'huisserie de 1886 à 1891. Monsieur de la Forêt d'Yvonne, sa famille et ses domestiques viendront ensuite habiter une belle demeure récemment construite à la Grange sur la commune de Montigné. À son départ, vers 1905, ses successeurs résideront au même endroit. Si on connaît la provenance des directeurs des mines, il est aussi intéressant de savoir d'où viennent tous ces mineurs. Cependant, avant 1872, les recensements ne précisent pas les lieux de naissance des habitants. Lorsque ces indications apparaissent, on constate alors que beaucoup de mineurs vivant dans le bourg de l'Huisserie ou dans les villages alentours sont originaires de la Baconnière ou des communes voisines. Cela n'est pas le fait du hasard. En effet, la société Mayenne-et-Sarthe avait repris en 1840 les mines de charbon dans ce secteur. Elle a cessé leur exploitation en 1869. Alors, les mineurs et leurs familles ont suivi la société dans ce nouveau lieu d'extraction qu'est l'Huisserie. Des mineurs originaires d'Épineux-le-Seguin, la Bazou de Chéméré, qui sont des autres sites de la société, viennent compléter la grande majorité des effectifs. La Société des mines de Montigné, parce qu'elle est nouvellement créée, ne dispose pas de la réserve de main-d'œuvre de sa concurrente. Elle a donc un effectif de mineurs d'origine beaucoup plus disparate. Ils viennent de divers secteurs mayennais, mais aussi des départements voisins, notamment de la région de Mouzeil. Situé au nord-ouest d'Ancenis, en Loire-Inférieure, Mouzeil est un site d'extraction plus ancien, qui, fut un temps, a fait venir des mineurs du nord de la France. Dans le bourg de l'Huisserie, où réside un tiers des familles ouvrières, la proportion des anciens installés depuis 5 ou 10 ans diminue. La mortalité précoce en est en partie la cause. Certains mineurs déménagent vers les villages voisins, mais beaucoup quittent un site minier pour un autre. Ils sont alors remplacés par de nouveaux arrivants. Cependant, quand les familles s'installent, les enfants vont à l'école. Dès 1862, l'école des religieuses qui accueille les filles alerte la municipalité. Il faut créer une deuxième classe. Cela contrarie les conseillers, car il faut trouver les finances pour réaliser ces importants travaux, et cela à cause de familles de mineurs qu'ils qualifient d'étrangers et de nomades. Cependant, les effectifs ne cessent d'augmenter, et 13 ans plus tard, aux 44 élèves originaires de la commune viennent s'ajouter 60 filles de mineurs. Et il en va de même pour l'école publique de garçons. Des travaux de longue durée sont donc engagés pour les deux écoles. En 1880, l'école des filles s'installe enfin dans ce qui est aujourd'hui l'espace du Maine. Pour l'école des garçons, la mairie achète le champ de la métairie du Creux et fait construire un bâtiment avec une salle réservée aux réunions du conseil municipal. C'est aujourd'hui la mairie, car les écoles sont installées ailleurs depuis plusieurs décennies. L'âge venu, les enfants de mineurs deviennent à leur tour mineurs ou femmes de mineurs, car, à l'exemple des autres classes sociales, on se marie le plus souvent avec quelqu'un de son milieu. Dans bon nombre de bassins houillers du nord ou de l'est de la France, les femmes de mineurs sont ouvrières à la mine. Sur le carreau, elles sont en charge du triage et du criblage du charbon. Ici,
Les femmes n'ont pas d'activité extérieure à la famille. Elles assument les tâches ménagères dans des conditions difficiles, particulièrement la lessive, au lavoir, des vêtements des maris ou des fils. Et il semblait bien qu'elles gèrent aussi les finances familiales. D'autre part, les naissances sont nombreuses et elles ne sont pas sans risque pour les mères. De plus, la mortalité infantile n'est pas encore enrayée. À la fin du XIXe siècle, à l'ouverture des marbreries, on constate que certaines deviennent polisseuses. Marcel Réauté, ancien fontainier municipal, nous en explique la raison. Oui, parce qu'ils polissaient à la main, Oui, dans ce temps-là. d'accord. C'était un travail de femme, parce que c'était un travail quand même très délicat. Ils prétendaient que les femmes, de leurs mains, elles étaient plus adroites, plus appliquées que les hommes pour faire du travail. Ce genre de oui, travail. oui, oui. Et puis, en même temps, il y avait les femmes de mineurs qui cherchaient du travail, parce qu'à la mine, le mineur touche un bon salaire vis-à-vis des autres ouvriers. Seulement, ils en dépensaient une partie. Oui. C'est vrai. Parce que les mineurs, c'était des bons gars, mais des fois, quand la semaine était finie, ils mangeaient une part de leur paye. Au bistrot. Des bistrots, il y en a quelques-uns dans le bourg. L'auberge, bien sûr, près du débitant officiel de tabac, puis, suivant les périodes, 5 ou 6 autres, comme le café barré qui existe toujours. Les cafés remplissent généralement de multiples fonctions. On peut y trouver un peu d'épicerie, de la grainerie ou de quoi répondre aux besoins élémentaires. Ceci au pignon sur rue. Mais on peut aussi s'attabler chez la veuve Intel ou chez la femme du maréchal Ferrand pour y consommer du cidre ou de l'eau de vie. C'est le seul choix que l'on ait. Il y a aussi un café à la plaine, à l'entrée des mines. On peut dire qu'il a un bon chiffre d'affaires. À la Ménianerie, c'est une femme d'artisan qui ouvre sa maison. C'est une époque où il n'y a ni télévision, ni cinéma, ni électricité dans les maisons. Alors, le café est un lieu de rencontre. Puis, on rentre chez soi pour une courte soirée après le repas, car on vit au rythme de la lumière du jour, en économisant l'éclairage. Sortis de la mine, les mineurs cultivent tous un jardin attenant à leur maison. Je sais pas s'ils avaient tous des petits jardins. Chacun cultivait son petit jardin. Et il y avait intérêt à faire de la hime. Et on mangeait beaucoup de soupe, beaucoup de soupe. On appelait la soupe parce qu'on mettait un bouillon cuit avec des légumes, assaisonné un petit peu. Je suis du pain, quoi. C'est ça la soupe. Bol de cidre, et puis une tartine de pain grillé là-dedans. C'était pour faire le dîner du soir. Et puis, un peu de viande qu'ils pouvaient acheter selon les moyens. Et bien, c'était pour faire la musette aux hommes qui partaient le matin pour la journée. Les enfants et les mamans vivaient comme ça avec des galettes, un peu de choses, quoi. Les mineurs ne sont pas sans contact avec le monde paysan qui les entoure. La mécanisation de l'agriculture n'en est qu'à ses débuts. Alors, quand les mineurs sont disponibles, Avec eux qui avaient Sur pas la congé commune. payé à une époque lointaine. Dans les autres métiers, ils n'avaient pas de congé payé. Alors, la coutume est venue tout de suite. Il y avait un ouvrier à côté qui allait donner pas mal de coups de main, par exemple. Il donnait des volailles à manger. Ou quand il tuait le cochon, il avait un grand quartier de cochon, ou comme ça. Ou bien alors, le fermier lui fournissait une barrique de cidre. Il y avait quand même un petit troc qui n'existe plus maintenant. cependant, les directeurs ne voient pas toujours cela d'un bon œil. Ben oui, j'ai comme souvenir ma belle-mère qui racontait que le soir, après le travail de la mine, donc ils montaient à la ferme de Pierre Blanche pour aider à relever des gerbes, vous savez, mettant, comme dans ce temps-là, ils faisaient la javel, vous savez. Alors, bon, ils venaient travailler, Ouais. et puis eux, ils étaient sûrs d'avoir un petit peu à manger le soir. Et un jour, le directeur est donc passé, il leur a dit « Je ne veux pas voir un de mes ouvriers chez vous ».
Ce jour-là qui vient, il y en avait 2 qui étaient en train de manger une salade dans la chambre à côté. Alors, ils ont certainement, ils n'ont pas dû faire de bruit. Hein. À partir des années 1890, la production charbonnière commence à décroître. Les premières familles de mineurs s'en vont. Les maisons en briques de Houdan disparaissent. En 1901, la société Mayenne-et-Sarthe va vers la faillite, et même si la société des mines de Montigny continue l'extraction, le nombre des mineurs diminue encore. En 1914, les mineurs partent au front, et la production en souffre. 1921 sonne la fin de l'extraction sur l'huisserie-Montigny, et en quelques mois, la quasi-totalité des familles de mineurs quittent la commune. La population de l'huisserie, redevenue principalement agricole, va chuter en dessous de 700 habitants, 668 même en 1931, alors qu'avant l'arrivée des mineurs, en 1850, elle était à plus de 800 habitants. La mécanisation des outils agricoles est apparue, et les petites fermes commencent à disparaître. Ce n'est qu'au début des années 1970, avec la création des premiers lotissements, que la croissance démographique repartira, très rapidement d'ailleurs. Presque un siècle après la fin des mines de charbon, les agriculteurs locaux parlent encore des conséquences de cette exploitation souterraine. J'ai connu le terrain de la Moisière, le terrain minier. Il faut savoir qu'à la Moisière, il y avait 5 terrils qu'on appelait vulgairement des crassiers. C'était des extractions de terre noire et de cailloux noirs au milieu des champs. Quand j'ai repris l'exploitation en 1970, donc ces crassiers étaient vraiment très gênants pour l'exploitation agricole. Ça créait des pertes de temps considérables et un labeur supplémentaire pour exploiter la terre. J'ai eu l'opportunité vers les années 1972, quand il y a eu le passage à double voie à Vénières, le doublement du pont, l'entreprise séchée de Saint-Berthevin m'avait demandé donc d'utiliser ces crassiers. Le volume total de déblaiement a été d'environ 20 à 25 000 m3. D'autres agriculteurs, comme Georges Augery, ancien exploitant au bocage, ont eu quelques surprises. Ils sont partis assez vite certainement, ils ont emblayé un peu de terre par-dessous, tous les câbles et tout, et si bien que quand j'ai commencé à labourer ça, on a arraché un tas de câbles et tout qui était là, que j'ai emmené à la déchetterie à l'époque à la grange. Puis, il a constaté que peu à peu, les champs s'affaissaient. Il a donc fallu réagir. On a été obligé de remblayer. J'ai profité d'un gros chantier qui était l'abattoir. On a enlevé la terre végétale. Ensuite, on a ramené 4500 m3 de remblai. Et pendant 4-5 jours, il y a eu 5-6 camions qui allaient et venaient en permanence. Et puis, les travaux agricoles se font nettement mieux. À la tonnerie, là où a débuté l'extraction industrielle du charbon, la famille de Joël Fournier exploite les terres depuis plusieurs générations. Bon, je suis né ici, ouais. Donc je vois que ça a baissé. Par rapport à ma jeunesse, ça a baissé. Et l'année qu'il y a eu les morts à Saint-Berthevin, vous vous rappelez, par l'inondation en plein été, c'était un étang dans le fond, là. 1 heure après, il n'y avait plus rien. Ça veut dire que ça boit par-dessous. Hein. Ouais. Au bout du champ, tout à l'heure, qu'on a vu l'effondrement, et dans l'autre champ, apparemment, il est plat, mais ça s'est effondré parce qu'il y a un grand rond. C'est de la terre noire, donc je pense que c'est la terre emblayée du temps des parents. Des grands-parents peut-être, parce que ça fait longtemps. Et les chevaux? Et les chevaux sont fait demi-tour, se sont arrêtés. Que nous, ça serait aujourd'hui, on descendrait d'un étage, je pense. Avec le tracteur. Oh oui, possible. Pendant les décennies qui ont suivi la fin de l'exploitation minière, plusieurs affaissements ont donc été constatés.
Mais qu'en est-il aujourd'hui? Monsieur le maire, voilà bientôt un siècle que l'extraction du charbon s'est achevée sur notre commune. Y a-t-il toujours des dangers d'effondrement de galeries? Alors, les mines à l'huisserie sont plus petites que celles du nord de la France, elles sont moins profondes, donc les risques d'effondrement aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a eu des affaissements lorsque les puits ont été bouchés, et on ne les voit plus non plus, ils ont été recouverts de broussailles. Ce sont en fait les galeries qui ont cédé, les étais des galeries qui ont cédé. Les agriculteurs locaux ont pu constater effectivement un léger affaissement des champs. Depuis aujourd'hui, on a peu d'affaissement. Mais ces endroits ne sont pas constructibles. Bien sûr que non, ils ne sont pas constructibles, puisqu'on a vu il y a tous ces affaissements qui ont existé. D'ailleurs, c'est inscrit dans les documents d'urbanisme locaux, le PLU notamment. Et puis, par ailleurs, lorsque la voie de contournement sud de l'huisserie a été réalisée, donc des études précises ont été faites pour le sous-sol, autour du sous-sol, qui ont précisé à nouveau ces risques-là d'affaissement. Donc, non, pas de construction possible sur tout ce secteur-là. Il y a quelque temps, sur le secteur de Loiron, on a évoqué l'idée de reprendre des extractions. Croyez-vous que cela puisse un jour se produire sur l'huisserie? Non, c'est peu probable, même si l'activité a prospéré par période, entre 1850 et 1920. Donc le charbon était de piètre qualité, d'ailleurs sa destination c'était principalement les fours à chaud. Par ailleurs, la vie des mineurs était très dure. Enfin, ils étaient peu payés, donc aujourd'hui ces situations-là ne sont pas reconductibles, ça n'est pas possible. Donc ce sont ces gens-là qui nous ont précédés sur la commune, les mineurs et leurs familles, que nous souhaitons mettre en valeur. D'ailleurs, les manifestations organisées dans le cadre des Journées du patrimoine, donc par la municipalité et par les associations, vont permettre aussi de proposer aux habitants donc, de s'approprier l'histoire de leur commune. Au Théier, les champs semblent aujourd'hui si paisibles. Les taillis ont depuis longtemps recouvert les puits des mines. Ces bâtiments qui ont vu défiler tant de mineurs gardent-ils encore quelque chose de ce temps passé? Peut-être bien. Peut-être bien le souvenir de ce mineur rentrant chez lui une fois sa longue journée de travail terminée. Un peu préoccupé, semble-t-il. Jeanne, écoute là, faut que je te dise. Ce midi, le porion obliqué me dit comme ça: Alphonse, j'ai à te causer, viens me voir à la fin de ta journée. Quoi? T'as-tu des soucis à l'abattage? Pour vrai, ça m'a tracassé cette affaire, mais c'était pas du tout ça. Alphonse qui m'a dit: t'avais un fiston. Enfin, c'est le gars de ta femme, mais tu l'élèves comme le tien, le petit Jules. Ben ouais, pour sûr que je l'ai dit. Et on croit que ça l'occupe lui le porion, notre famille? Ton gars, il va chercher 13 ans. C'est juste que j'y réponds. Ben voilà l'affaire. Le gars de Joseph, il arrive à 16 ans, il va passer au boisage. Il me faut un jeune galibot pour le mettre à sa place. J'ai pensé à ton Jules par rapport à son âge. Alors, si tu trouves ton intérêt, cause-en jeter. Si c'est oui, j'en toucherai de mon directeur. Mais, t'amuse pas trop, il me fait, parce qu'il n'y aura pas de peine à trouver quelqu'un qui serait intéressé, sais-tu? Quoi? Tu veux envoyer notre Jules au fond? Mais il vient juste de passer 12 ans. Et son maître à l'école m'a dit qu'il n'était pas bête, notre gars, et qu'il le garderait bien l'année à venir, après son certificat. Et pour faire quoi plus tard? Crées-tu qu'on a les sous pour lui payer les écoles à lire comme aux autres gamins d'ailleurs? Tu veux peut-être qu'il tombe dans la cheminée à charbon, comme le petit à Prosper, qu'on a retrouvé 6 mètres plus bas? Heureusement qu'il n'était pas mort, le garçon. Ou comme le porion là qui a envoyé son jeune galibot pour voir pour quelle la dynamite elle n'avait pas pété. Et le petit Eugène qui était blessé de partout, le pauvre. Et mieux que ça, il a perdu un œil. C'est ça que tu veux, mon Jules? C'est bien qu'il a eu tort, le porion. On va passer devant le juge pour ça. Un galibot,
C'est fait pour pousser les berlines dans les galeries quand ils sont pleins après l'abattage. Écoute, Jeanne, tu sais comme moi qu'il y a moins d'embauches depuis qu'il y a du charbon qui nous vient du Nord et puis d'Angleterre. Notre Jules, il a de la force à cette heure. Il apprend vite. S'il rentre pas à la mine maintenant, il fera quoi après son école? Tu veux qu'il reste dans tes pattes? Et puis, s'il ramène un peu de sous à la maison, ça sera pas trop. Moi, je dis que l'occasion, faut pas la gâcher. C'est vrai. Est-ce qu'il faut en parler au petit? C'est vrai, s'il veut faire, si c'est pour faire le grand et être comme les autres, t'auras pas de mal à le décider. Mais entends-moi, il aura tout ce qu'il y faut, notre gars. Il aura une barrette de cuir pour lui protéger la tête. Et des galoches avec du cuir sur les semelles en bois. Ce serait pas plus sûr que ces vieux sabots. Ainsi, comme tant d'autres avant lui, le petit Jules a fait le galibot. Puis, il est devenu mineur dans les mines de l'Huisserie-Montigné. Aujourd'hui, l'empreinte des mines, des mineurs et de leurs familles s'est estompée. Et pourtant, qu'ils soient venus d'ailleurs ou bien nés à l'Huisserie, ils ont écrit une page bien particulière de l'histoire de la commune.